Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié à l'aviation hydrogène. Je vais avoir le plaisir de partager un moment avec vous pendant une petite heure pour vous exposer les défis de l'aviation hydrogène dans le cas où elle se déploierait à grande échelle. Nous allons débuter dans quelques minutes, 2-3 minutes, le temps que l'ensemble des personnes qui se sont inscrites nous rejoignent. Vous aurez la possibilité de poser vos questions durant ce webinaire en cliquant en haut à droite de votre écran sur l'icône message et vos messages me seront transmis par notre modérateur. Donc je répondrai à certaines de vos questions et nous garderons un temps en fin de webinaire pour une séance de questions-réponses. Alors je vais profiter je vois que les participants nous rejoignent. Je vais profiter de ce moment, quelques minutes avant que nous débutions, pour vous poser une question introductive. Nous allons parler d'aviation à hydrogène, donc d'avions propulsés à l'hydrogène. Et je vous propose de m'indiquer dans le chat, selon vous, quand verrons-nous un premier avion propulsé à l'hydrogène? Voilà, je vous laisse me proposer vos réponses à cette question et nous allons débuter dans quelques instants. Voilà, plus qu'une minute, je vois que des participants continuent à nous rejoindre. Nous allons débuter dans quelques instants. Je rappelle la question introductive que je vous ai posée pour ceux qui souhaitent se lancer. Quand verrons-nous un premier avion propulsé à l'hydrogène? Si vous avez une idée de l'horizon temporel de cette révolution, je vous propose de m'écrire dans le chat et de me proposer votre réponse. Voilà, je vois quelques réponses qui me sont proposées. Je vous donnerai une réponse à cette question dans quelques instants et nous allons débuter à présent notre webinaire. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Olivier Saint-Esprit, je suis l'un des directeurs associés d'IAC Partners. Je pilote nos études sur les sujets d'hydrogène dans l'industrie et notre échange et vos questions sont aujourd'hui modérées par l'un de nos managers, Armin Morabi, qui est avec moi et qui me transmettra au long de notre webinaire et du temps que nous allons passer ensemble vos questions. Donc l'agenda de notre session de ce jour, donc 1 heure environ ensemble avec une séance, une partie exposée qui va durer 45-50 minutes environ, où nous allons, après un exposé introductif des différentes technologies concurrentes de l'aviation hydrogène, nous allons ensuite rentrer un peu plus dans le détail et je vais vous donner des éléments pour cerner quel peut être le champ d'application de l'hydrogène dans l'aviation et surtout quels sont les grands challenges qui se présentent à nous et au secteur aérien pour réussir le déploiement d'une aviation hydrogène à grande échelle. Et je prendrai quelques questions au fil de ce webinaire et ensuite nous aurons une séance de questions-réponses dédiée en fin de webinaire. Commençons donc par une réponse à la question que j'ai posée quelques minutes avant le début de cette session. Je vous ai demandé quelle est, selon vous, la date à laquelle nous verrons un avion propulsé à hydrogène. Et il y avait bien évidemment un piège, puisque cet avion existe déjà. Et les Russes, à l'époque de l'Union soviétique, ont fait voler un démonstrateur, le Tupolev 155, qui est une version modifiée d'un avion commercial assez répandu,
le Tupolev 154, et ils ont modifié l'un des réacteurs de cet avion pour qu'il soit capable de réaliser des vols expérimentaux à la fois avec de l'hydrogène liquide et du gaz naturel liquéfié. On est dans les années, à la fin des années 90. Quelques démonstrations ont été effectuées et le programme a été mis en sommeil lors de la chute de l'Union soviétique. Nous sommes donc loin d'un avion certifié et d'une aviation à grande échelle hydrogène. Néanmoins, ce que nous enseigne cette illustration, c'est qu'un avion à hydrogène a déjà volé et que l'avion à hydrogène, ce n'est pas de la science-fiction. Nous allons débuter ce webinaire par une mise en perspective de l'aviation hydrogène comparée aux autres modes de propulsion d'un avion qui permettent de réduire les émissions de CO2. Il est clair, et je le rappelle en introduction, que l'intérêt quasi exclusif de l'hydrogène dans l'aviation, c'est la réduction des émissions polluantes, c'est la transition énergétique. Il est donc légitime au préalable de comparer cette technologie que nous allons détailler avec d'autres technologies concurrentes, notamment, pour commencer sur la gauche, les batteries. Aujourd'hui, nous ne détaillerons pas cet aspect, mais clairement, il n'est pas envisageable de propulser un avion moyen courrier de type A320 avec des batteries. Comme le rappelle Madame Vittadini d'Airbus, il s'agit d'un problème de densité énergétique des batteries. Même avec une batterie lithium-ion présentant une densité énergétique 30 fois supérieure à sa valeur actuelle, un A320 ne pourrait embarquer qu'à peu près 50% de sa charge utile sur une élongation qui serait d'environ 1/5 de son élongation actuelle. Donc on voit que les batteries, pour des avions de taille importante et des rayons d'action élevés, n'est pas envisageable. Nous trouvons ensuite les e-fuels, qui sont des kérosènes de synthèse, qui sont produits à partir de CO2, d'hydrogène et bien évidemment d'énergie. Alors, ces carburants, ces e-fuels, sont très intéressants de par le fait qu'ils ont des propriétés équivalentes au kérosène issu d'énergie fossile, et qu'il existe aujourd'hui des procédés qui sont en phase de déploiement. Des projets d'investissement significatifs ont été annoncés pour commencer à produire dans des proportions assez élevées des quantités importantes de ces kérosènes de synthèse. Il faut néanmoins savoir que leur coût reste important et qu'ils sont sujets à controverse. Nous y reviendrons puisqu'il s'agit de relâcher dans l'atmosphère du CO2. Et donc, si on utilisait, par exemple, pour produire ces kérosènes de synthèse, du CO2 qui a été préalablement capturé en sortie d'industries polluantes, on annulerait l'effet positif de cette captation de CO2. Les fuel cells, enfin, qui sont le troisième grand procédé concurrent de l'aviation hydrogène. Donc fuel cells, en français, pile à combustible, vise à produire de l'électricité, à produire de l'énergie à partir d'hydrogène, gazeux ou liquide. Et nous allons revenir sur ce procédé dans la suite de ce webinaire de manière un petit peu plus détaillée. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce procédé nécessite d'embarquer une pile à combustible dans l'avion, qui représente une masse importante. Et donc, aujourd'hui, au regard de la puissance qu'il faut embarquer dans un avion pour le propulser avec un fuel cell, ce procédé semble aujourd'hui réservé à des avions embarquant un petit nombre de passagers et des distances réduites. Vous avez quelques éléments de dimensionnement dans cette diapositive qui vous présentent que dans le cadre d'un Embraer 175, qui est un avion régional de taille déjà très correcte, qui embarque à peu près 80 places, il faut ajouter 20 tonnes au titre de la pile à combustible dans l'avion pour produire l'énergie nécessaire à la phase ascensionnelle de l'avion. Et donc, quand on compare ces 20 tonnes de surpoids aux 2 tonnes des turbines actuelles, on comprend bien rapidement que l'alourdissement de l'avion pose un problème majeur. Et sur la droite, nous avons notre procédé de propulsion à l'hydrogène que nous allons détailler dans la suite de ce webinaire. Voilà, donc la propulsion à hydrogène se présente aujourd'hui
comme la solution technologique la plus viable pour réduire de manière importante les émissions polluantes pour l'aviation commerciale. C'est vraiment, nous allons aujourd'hui parler de cette aviation commerciale, nous n'allons pas parler des tout petits avions, des démonstrateurs, nous parlons de faire transiter les moyens et longs courriers vers une aviation entièrement décarbonée. Je vais prendre une question rapide. On me demande si la propulsion avec des batteries est possible pour les petits avions. Effectivement, des petits avions de quelques places, deux ou quelques, enfin, cet ordre de grandeur de place, peuvent être propulsés avec des batteries. Donc après ce comparatif des différentes technologies, nous allons nous concentrer sur l'hydrogène, qui est l'objet de ce webinaire, et commencer par une mise en perspective de l'hydrogène dans l'industrie et des applications de l'hydrogène. Vous avez sur cette diapositive, sur la partie gauche, l'échelle TRL, Technology Readiness Level, que la plupart d'entre vous devez déjà connaître, qui mesure le niveau de maturité d'une technologie. Nous n'allons pas détailler cette échelle, mais sachez qu'elle s'exprime de 1 à 9, et lorsque l'on est au niveau 9, cela signifie qu'il existe déjà des applications qui fonctionnent et qui mettent en œuvre la technologie considérée. Et vous avez en colonne 4 grandes familles d'applications de l'hydrogène. Tout d'abord, l'application historique. Donc l'hydrogène, historiquement, est utilisé comme matière première par l'industrie chimique pour, par exemple, produire de l'ammoniac ou des engrais. Nous n'allons pas détailler ce secteur d'application aujourd'hui. 3 grands domaines d'application se font jour ces dernières années et sont en pleine effervescence. Grid balance, cela représente l'application de l'hydrogène comme un vecteur de stockage de l'énergie. On va utiliser l'hydrogène pour stocker l'énergie qui va être, par exemple, produite par des éoliennes pendant la nuit, à un moment où il n'est pas intéressant de la réinjecter sur le réseau électrique. On va produire de l'hydrogène par électrolyse, et lorsqu'il deviendra intéressant de réinjecter de l'énergie électrique sur le réseau, par une réaction inverse, on consomme l'hydrogène produit pour réinjecter de l'électricité sur le réseau. Nous dirons quelques mots complémentaires par la suite de cette application. Deuxième application actuelle et en cours d'investigation, le chauffage. Il est aujourd'hui possible de doper des réseaux de chauffage urbain, des réseaux de gaz urbain pour aller chauffer des habitations ou des centres commerciaux avec une proportion d'hydrogène comprise entre 10 et théoriquement jusqu'à 20%. Nous ne détaillerons pas non plus cette application aujourd'hui, mais l'intérêt majeur de l'usage de l'hydrogène dans ce cas est évidemment le caractère moins polluant de ce gaz qui intègre de l'hydrogène. Et c'est surtout le secteur de la mobilité qui occupe le devant de l'actualité ces dernières semaines et ces derniers mois, avec de très nombreux vecteurs de mobilité qui annoncent leur transition vers l'hydrogène à des niveaux de maturité différents. Donc il existe déjà aujourd'hui des voitures à l'hydrogène et des bus à hydrogène. Attention, il s'agit de déploiements assez lents et assez récents. En Allemagne, qui est l'un des pays qui est le plus actif dans le domaine de l'hydrogène, circulent actuellement environ 500 voitures à l'hydrogène, donc on est vraiment sur des chiffres très restreints. Et pour les bus, il s'agit à nouveau de début d'expérimentation, mais il faut savoir que par exemple en France, il existe à Pau une ligne de bus propulsée avec une pile à combustible qui fonctionne à l'hydrogène. Les trains et les camions sont également des candidats très sérieux à l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur de propulsion permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui concerne l'aviation, le sujet de la maturité de l'aviation hydrogène est un sujet qui occasionne de nombreux débats. Nous vous proposons aujourd'hui de positionner 2 grands domaines d'application. Tout d'abord, l'aviation à hélice, qui, comme nous le verrons, mettra plutôt en œuvre des piles à combustible, des fuel cells. Cette technologie est aujourd'hui
relativement mature, en tout cas plus mature que la propulsion hydrogène via des réacteurs. Nous positionnons cette maturité à TRL6. Cela signifie que ces avions n'existent pas aujourd'hui en grande série, n'ont pas été qualifiés, certifiés. Néanmoins, TRL6, c'est un niveau de maturité qui permet d'envisager des développements dans des délais assez courts. Par contre, pour ce qui concerne l'aviation telle que nous la connaissons aujourd'hui, la plus répandue, l'aviation commerciale moyen et long courrier propulsée par des réacteurs, clairement, l'avion hydrogène n'existe pas et les technologies nécessaires à sa mise en œuvre sont peu matures. Nous avons positionné cette maturité à un niveau 4. Il faut savoir que les différents experts du secteur avec qui nous avons échangé positionnent cette maturité de quelque part entre 2 et 6. Donc il y a vraiment une divergence et une appréciation assez variable selon les industriels questionnés sur cette maturité. Comme je l'ai dit, l'hydrogène a fait l'objet d'annonces importantes, étatiques, de la part des grands acteurs des pays industrialisés ces dernières années. Vous retrouvez sur cette diapositive quelques chiffres qui vous indiquent que les grands États, que plusieurs États ont annoncé des plans d'investissement dans les écosystèmes de l'hydrogène à coût de dizaines de milliards de dollars d'investissement. À notre connaissance, la France est néanmoins le seul pays à ce jour à avoir réellement annoncé une velléité de développer une aviation hydrogène. Tous les autres pays annoncent des plans qui visent à développer des écosystèmes de l'hydrogène, principalement pour les mobilités terrestres, les véhicules propulsés par des piles à combustible. Notons le cas plus singulier des États-Unis, qui n'ont pas annoncé d'un point de vue de la puissance publique, de plans d'investissement significatifs dans ce domaine. Néanmoins, les acteurs privés aux États-Unis sont très actifs et le groupe Nikola qui va bientôt commercialiser des camions propulsés à l'hydrogène a fait la une de l'actualité le mois dernier avec des capitalisations boursières très importantes et ce groupe a levé, par exemple, 500 millions de dollars pour développer des camions à hydrogène. Donc, le secteur privé est très actif aux États-Unis dans le domaine de l'hydrogène. Voilà, après cette introduction, nous allons vraiment nous consacrer et nous concentrer sur l'aviation, puisqu'il s'agit de l'objet de ce webinaire. Et nous allons rentrer dans le détail avec tout d'abord une première partie qui vise à préciser les horizons théorique de déploiement de l'hydrogène dans l'aviation et le champ d'application possible de cette aviation hydrogène. Tout d'abord, si l'on regarde les applications de l'hydrogène dans l'aviation, nous pouvons identifier 3 grands domaines d'application à 3 horizons de temps différents. À relativement court terme, à horizon 2025-2030, il sera possible d'utiliser de manière industrielle des e-fuels, donc des carburants de synthèse, dont on a expliqué précédemment qu'ils auront les propriétés du kérosène et qui ont l'intérêt majeur de ne pas nécessiter de modifications au niveau des avions et au niveau des infrastructures aéroportuaires. Et si ces kérosènes de synthèse sont produits de manière vertueuse, ils permettent de réduire les émissions de CO2. Il faut pour cela que ces kérosènes de synthèse mettent en œuvre du CO2 qui aura été capté dans l'air. Donc, on va venir capter du CO2. Il faut utiliser de l'hydrogène qui aura été produit de manière vertueuse. Nous détaillerons cet aspect vertueux dans la suite de ce webinaire. Et enfin, une adjonction d'énergie électrique, elle-même produite via des énergies renouvelables. Donc, 3 conditions cumulatives. Mais si l'on réunit ces 3 conditions cumulatives, ces kérosènes synthétiques seront vraiment intéressants, écologiquement parlant. À horizon 2030, il sera possible d'alimenter via des piles à combustible un certain nombre d'équipements auxiliaires de l'avion à bord. Nous ne détaillerons pas ce point, mais aujourd'hui, un avion est propulsé par ses moteurs et dispose d'une turbine
habituellement positionnés en arrière de l'avion, ce qu'on appelle un APU, qui va venir produire l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation d'un certain nombre d'équipements de bord. Donc il sera possible d'utiliser des piles à combustible pour alimenter ces équipements à bord, et donc de réduire, dans une certaine proportion, la consommation de kérosène, et donc de rendre plus vertueux le transport aérien. Et enfin, à un horizon que nous n'imaginons pas avant 2040, alors le curseur est difficile à positionner à ce stade, la date objective de 2035 annoncée par le gouvernement français nous paraît très difficile à tenir. On parle d'un horizon compris entre 2040 et potentiellement 2050 si on imagine que la transition se fera graduellement. Il sera possible d'envisager à la fois des piles à combustible pour les petits avions, mais là, la difficulté va être qu'il va falloir transformer radicalement ces petits avions, puisqu'aujourd'hui, un avion à hélice est propulsé par un moteur qui utilise du kérosène. Et donc, il va falloir intégrer à bord de l'avion une pile à combustible, revoir entièrement le réseau électrique, intégrer un moteur électrique qui va venir actionner l'hélice. Donc, on est sur des investissements très lourds pour des petits avions. Et nous allons préciser qu'évidemment, le champ d'application ne concerne que les petits avions. Et ensuite, nous avons, pour tous les avions de taille à partir du moyen courrier, la propulsion hydrogène, c'est-à-dire l'utilisation d'hydrogène liquide directement dans les réacteurs pour propulser l'avion. Nous verrons par la suite, dans la suite de ce webinaire, que finalement, les modifications à apporter à l'avion dans ce dernier cas, la propulsion avec de l'hydrogène liquide, ces modifications sont peut-être moindres que celles à apporter sur les petits avions pour intégrer une pile à combustible. Dans les deux cas, les changements vont être majeurs. Alors, nous nous sommes risqués à vous donner quelques indications sur le champ d'application possible de l'hydrogène dans l'aviation. Tout d'abord, vous avez devant vous une répartition très, très simple entre les avions propulsés à hélice et les avions propulsés par des réacteurs, selon deux axes, le nombre de PAX, donc le nombre de sièges passagers, et l'élongation des avions, la distance maximale qu'ils peuvent parcourir. Et si l'on essaye de tracer une frontière entre les avions qui pourront être propulsés par des piles à combustible et les avions qui devront être propulsés par de l'hydrogène liquide, nous sommes en mesure de tracer cette frontière que vous voyez, donc avec sur la partie supérieure de la frontière des petits avions qui seront d'une capacité inférieure à 20-30 places et sur des élongations inférieures à 5000 km qui pourront passer à la pile à combustible. Il s'agit vraiment de la partie gauche supérieure du schéma. Des petits avions, des petits jets, des petits avions à turbine qui, eux, également seront candidats à la mise en œuvre de fuel cell. Pour ce qui concerne ces jets, qui ont une élongation, nous l'avons dit peut-être jusqu'à 5000 km, va se poser la question de l'allongement du temps de trajet, puisqu'un avion à hélice va moins vite qu'un avion à réacteur. Les grands ordres de grandeur, c'est à peu près 900 km/h pour un avion à réacteur et 700 km/h pour un avion à hélice. Donc on voit que sur des trajets, sur des distances supérieures à 2-3 000 km, eh bien, l'allongement va être significatif, l'allongement du temps de transport va être significatif. Et enfin, toute une catégorie des avions qui, soit parce qu'ils emportent un nombre de passagers important, soit parce qu'ils ont des rayons d'action très importants, ne peuvent être candidats qu'à réellement une aviation hydrogène mettant en œuvre de l'hydrogène liquide injecté dans les réacteurs. Voilà, donc je vais faire une brève pause et prendre quelques questions. Alors, je parle d'hydrogène liquide utilisé dans les réacteurs, effectivement, et on me demande qu'en est-il de l'hydrogène sous sa forme gazeuse. Alors, l'hydrogène, notamment sous forme gazeuse, est la forme qui est la plus communément mise en œuvre, par exemple, dans les véhicules terrestres, les voitures, à des pressions de 350 ou 700 bars. Alors, il s'agit principalement d'un enjeu de volume et de place dans l'avion,
puisque les grands ratios qu'il faut avoir en tête sont que l'hydrogène liquide, à quantité d'énergie équivalente, occupe 4 fois plus de place que le kérosène. Donc vous allez devoir prévoir dans l'avion des volumes de 4 fois supérieurs au volume des réservoirs kérosène. Et lorsque vous êtes gazeux à 700 bars, donc qui est la pression, qui est quand même la pression élevée, le x4 devient un x7. Donc on comprend vite que c'est déjà un défi d'intégrer des réservoirs d'hydrogène liquide. Sous forme gazeuse, c'est encore pire. Donc il s'agit, la forme liquide est aujourd'hui privilégiée par les avionneurs. Voilà, je vous propose de poursuivre. Donc nous avons abordé, évidemment, avec le temps que nous permet ce webinaire assez court, cette partie du paysage de l'aviation et des possibilités de transition de cette aviation vers l'hydrogène. Nous allons rentrer dans la seconde partie de ce webinaire qui vise à partager avec vous les grands enjeux associés à la transition vers l'hydrogène de l'aviation à grande échelle. Ce qui est important, c'est de comprendre quels sont ces enjeux, à nouveau, pour réussir une transition mondiale et sur le transport aérien pour la partie qui, entre guillemets, représente les plus gros volumes d'activité, donc c'est-à-dire les moyens et longs courriers commerciaux. Donc ces challenges sont au nombre de 4, et nous allons pour chacun d'eux, à nouveau sans rentrer dans le détail, mais je me ferai un plaisir de prendre quelques questions et évidemment d'échanger avec vous après ce webinaire si vous souhaitez approfondir des points en particulier. Je vais vous présenter les 4 grands enjeux, la nature des 4 enjeux au travers d'exemples que nous avons choisis pour qu'ils soient bien explicites. Le premier enjeu qui vient naturellement à l'esprit concerne l'avion. Il va falloir concevoir et développer de nouveaux avions qui vont avoir des différences par rapport aux avions qui mettent en œuvre du kérosène. Nous allons détailler cet aspect. Le second enjeu, évidemment, réside au niveau du coût de cette aviation. Quel va être l'impact sur le prix du billet d'avion et, en conséquence, l'acceptabilité d'un surcoût pour le passager. Le troisième enjeu, que nous allons détailler et expliciter au travers d'un exemple, concerne la production d'électricité. Il va falloir, pour utiliser de l'hydrogène, produire cet hydrogène, et la production de cet hydrogène va nécessiter des quantités d'énergie électrique très importantes. Et enfin, un enjeu absolument majeur qui n'a pas fait à ce jour l'objet d'annonces gouvernementales réside dans la mise à disposition de cet hydrogène de manière large dans toutes les infrastructures aéroportuaires notamment, pour que les avions puissent être approvisionnés autant que nécessaire en hydrogène. Donc il s'agit d'un enjeu de supply chain. Donc tout d'abord, pour commencer par l'enjeu auquel nous pensons naturellement lorsque nous parlons d'aviation hydrogène, l'enjeu au niveau de l'avion. Alors, quelques éléments. Tout d'abord, l'avion hydrogène n'a pas été étudié de manière approfondie par les grands avionneurs, à notre connaissance. Un projet Cryoplane a été réalisé dans les années 2000 par Airbus, mais il n'a pas été poussé à un stade avancé, et il n'existe pas aujourd'hui d'études approfondies sur les technologies nécessaires pour l'avion à hydrogène et la maturité de ces technologies. Les grands aspects que nous souhaitons partager avec vous, c'est qu'il va falloir prévoir des réservoirs qui embarquent l'hydrogène liquide dans l'avion. Nous l'avons dit dans un rapport volumique 4 par rapport aux avions actuels. Et l'hydrogène ayant la particularité de s'évaporer, on parle de boil-off, il va falloir privilégier une forme la plus cylindrique possible pour ces réservoirs, donc éviter les facteurs de forme que nous avons aujourd'hui pour les réservoirs à carburant qui sont préférentiellement positionnés dans les ailes. Et le positionnement qui fait consensus aujourd'hui et qui ressort des études préliminaires qui ont été menées est un positionnement sur le dos des avions, puisque l'hydrogène s'évaporant, il vaut mieux qu'il s'évapore au-dessus des passagers, avec un grossissement global de la taille du volume de l'avion. Alors,
De manière macro et sans rentrer dans le détail, ce qui n'est pas l'objet de ce webinaire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir effectivement concevoir ce nouvel avion qui va être de forme et de volume augmenté par rapport à l'avion initial à kérosène. Il va falloir prévoir tout un certain nombre de systèmes pour l'injection de ce kérosène, pouvoir purger, vidanger, remplir les réservoirs, évidemment. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de modifier de manière majeure les réacteurs pour qu'ils puissent utiliser ce carburant, l'hydrogène. C'est un élément très important et l'hydrogène est compatible par exemple d'innovations comme l'Open Rotor qui sont à l'étude pour elles aussi réduire la consommation. Donc finalement, un avion qui reste à concevoir avec des technologies qui ne sont pas toutes recensées aujourd'hui, mais si l'on se rappelle le cas des Russes qui ont été capables de mettre au point un réacteur dans un temps court qui était compatible d'hydrogène liquide et de gaz naturel liquéfié, des modifications assez mineures sur le moteur. Et quand on sait que le moteur est l'un des enjeux majeurs d'un nouvel avion, finalement, le challenge ne se situe pas nécessairement pour nous au niveau de l'avion à proprement parler. Nous allons passer aux 3 autres aspects importants de cette transition hydrogène. Donc, nous allons parler de l'impact coût, désormais, avec une introduction importante sur le caractère écologique ou non de l'hydrogène. C'est une question qui agite les réseaux sociaux, et donc nous allons vous donner quelques clés de réponse à cette question. Je vais prendre une de vos questions, et on me demande, l'un de nos participants me demande s'il existera des filières de rétrofit d'avions. Alors j'imagine qu'il s'agit de transformer des avions à réacteurs utilisant du kérosène vers des avions qui utiliseraient de l'hydrogène. Alors, tout d'abord, on peut dire qu'il s'agit de quelque chose qui est aujourd'hui étudié de manière très, très avancée dans des domaines de la mobilité terrestre. Je pense au ferroviaire, puisque Alstom, avec son train hydrogène, Coradia E-Lint, qui est actuellement en service en Allemagne, il s'agit d'un train régional format TER qui a été réellement rétrofité pour passer d'une propulsion, d'un mode de propulsion diesel à un mode de propulsion mettant en œuvre une pile à combustible. Donc il s'agit, dans le domaine de la mobilité terrestre, de quelque chose qui est fait. Sur les avions, aujourd'hui, cette éventualité nous paraît peu probable au regard, et nous l'avons touché du doigt lors de diapos précédentes, au regard des modifications apportées à l'avion. À nouveau, s'il s'agit d'un avion à hélice, il faut pouvoir embarquer une pile à combustible, remplacer le moteur thermique par un moteur électrique, modifier le réseau électrique avion, donc ça nous paraît très compliqué. Et sur l'aviation, on va dire, à réacteur, vous avez devant vous, avec cette vue d'artiste, un exemple des modifications qu'il faudra apporter pour embarquer des réservoirs à hydrogène. Donc ça nous paraît aujourd'hui peu crédible d'envisager du rétrofit d'aviation. Ce qui implique qu'il faudra, si l'avion hydrogène voit le jour, nous verrons cohabiter une aviation à kérosène et une aviation hydrogène, et c'est clairement un facteur de complexité important au niveau des infrastructures aéroportuaires. Alors, comme je le disais, le niveau d'écologie de l'hydrogène fait débat, et donc pour vous donner quelques clés de lecture et de compréhension des termes du débat, nous avons sur cette diapositive, sur la partie gauche, les grands procédés d'obtention de l'hydrogène. Les 2 procédés principaux sont des procédés de conversion thermochimique mettant en œuvre principalement des énergies fossiles et le procédé dit d'électrolyse, visant à séparer la molécule de H2 de la molécule d'hydrogène en utilisant de l'eau et de l'électricité. Et ces procédés, alors clairement aujourd'hui, les procédés de conversion thermochimique représentent la très très grande majorité des volumes de production de l'hydrogène. L'électrolyse est marginale, bien qu'elle soit amenée à se développer de manière forte, mais pour vous donner quelques éléments, on parle d'un poids en termes de volume de production de 98% sur la conversion thermochimique versus 2% pour l'électrolyse.
Donc le rapport de force est très inégal. Pourquoi? Puisque ces procédés thermochimiques sont les procédés historiques d'obtention de l'hydrogène. Et donc nous allons obtenir 3 grandes familles d'hydrogène qui se caractérisent par une couleur. Alors rien de normatif ou de standardisé vis-à-vis de ces couleurs, néanmoins il est communément admis qu'on parle d'hydrogène gris, d'hydrogène bleu ou d'hydrogène vert. Si l'on commence par l'hydrogène gris, il s'agit d'hydrogène obtenu par des procédés de conversion thermochimique à partir d'énergie fossile. Ce procédé, très clairement, est plus polluant serait plus polluant pour l'aviation que la mise en œuvre de kérosène. Donc, si l'on considère que l'intérêt de l'hydrogène, c'est la transition énergétique, et l'intérêt exclusif de l'hydrogène, c'est ce caractère écologique, l'hydrogène gris n'a clairement aucun intérêt. L'hydrogène bleu est une catégorie d'hydrogène intermédiaire qui n'est pas totalement verte, mais qui n'est pas complètement gris. Deux grandes sous-catégories de cet hydrogène bleu. On va parler d'hydrogène bleu lorsque l'on est venu produire de l'hydrogène par un procédé de thermochimie, donc polluant, mais que l'on capte en sortie de procédé le carbone, via ce qu'on appelle des procédés CCS, Carbon Capture and Storage. Donc là, on va capturer le CO2 et ne pas le relâcher dans l'air. Donc on est plus vertueux que l'hydrogène gris. Et second procédé, c'est lorsqu'on met en œuvre de l'électrolyse, donc là on vient mettre en œuvre de l'eau et de l'électricité, mais qu'on vient prendre de l'électricité sur le réseau, et cette électricité du réseau peut, elle, ne pas être verte, c'est-à-dire qu'elle peut, par exemple dans certains pays, être obtenue, générée à partir de centrales à charbon. Donc là, on est sur un hydrogène qui n'est pas réellement vert. L'hydrogène vert, qui permettrait d'assurer une transition énergétique quasi parfaite et virtuellement ne générer quasiment aucune émission polluante, correspond à de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'énergies renouvelables, donc de l'éolien, du photovoltaïque. Pourquoi cette introduction, au-delà de vous donner quelques clés dans le débat, c'est que, évidemment, les coûts associés à chacun de ces procédés d'obtention sont différents, et comme peut-être on pouvait s'y attendre, plus l'hydrogène va être vert, plus son coût d'obtention aujourd'hui va être élevé. C'est ce que nous voyons dans cette diapositive qui compare pour différents procédés d'obtention et qui propose une comparaison avec le kérosène actuel, 2 éléments de lecture. Sur la gauche, l'équivalent des kilogrammes de CO2 qui sont rejetés dans l'atmosphère. Sur l'ensemble du cycle de vie, on parle dans la mobilité terrestre de well to wheel. Évidemment, là, c'est une expression un peu inappropriée pour le transport aérien, mais on compte vraiment les émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Et donc, comme vous le voyez, la mise en œuvre d'un hydrogène gris se révèle plus polluante que la mise en œuvre du kérosène. Donc c'est vraiment l'objectif inverse de la manip, entre guillemets. À l'extrémité droite de la diapo, vous avez l'hydrogène vert. Sur un calcul d'émissions sur le cycle de vie complet, il faut également compter les émissions générées par la production des éoliennes. C'est la raison pour laquelle on considère quand même quelques niveaux d'émissions, mais ils sont très faibles. Et vous avez, sous forme de la courbe bleue qui se lit sur l'échelle de droite, le pourcentage de surcoût que nous pouvons aujourd'hui modéliser à date pour un voyage moyen courrier sur un moyen courrier typique de type 737 à 320. Et ce que l'on peut constater, c'est que le surcoût à prévoir va se situer entre 10 et 20% sur le coût total du billet, 20% étant le chiffre que nous modélisons aujourd'hui pour une aviation totalement verte. Donc il s'agit de modélisation que nous avons réalisé de manière détaillée dans le cadre de scénarios assez approfondis. Nous vous présentons aujourd'hui un seul scénario et de manière assez grossière, mais l'ordre de grandeur de surcoût à prévoir pour cette aviation, en considérant
les montants de taxes carbone actuellement en vigueur, un surcoût voilà, de la classe 10 à 20% sur le billet d'avion. Nous allons passer à présent aux deux derniers défis de cette aviation hydrogène. Et donc, je rappelle, il s'agit du défi énergétique et du défi lié à la chaîne de valeur. Alors, pour vous faire saisir l'ampleur du défi énergétique qui se présente à nous, nous avons choisi une démonstration par l'exemple. Et nous avons simulé le cas d'un aéroport comme celui de Charles de Gaulle, évidemment un très gros aéroport, et nous avons modélisé la consommation d'énergie supplémentaire qu'il faudrait prévoir si cet aéroport, ne mettait en œuvre que des avions propulsés avec de l'hydrogène obtenu par électrolyse via des énergies renouvelables. Donc le cas réellement où l'aéroport Charles de Gaulle aurait réalisé la totalité de sa transition énergétique vers une aviation totalement décarbonée. Les grands chiffres à retenir, c'est qu'il serait nécessaire pour assurer l'ensemble des décollages, des rotations journalières de Charles de Gaulle, il serait nécessaire de générer 1500 tonnes d'hydrogène et que l'énergie électrique nécessaire à cette obtention représente 4 gigawatts. Alors 4 gigawatts, un chiffre finalement qu'il faut, pour toucher du doigt, mettre en regard des moyens de production nécessaires à cette génération. Deux cas principaux, la génération de ces 4 gigawatts via du nucléaire ou via des éoliennes. Alors si on parle de nucléaire, il serait nécessaire de construire pour les seuls besoins de Charles de Gaulle 2,5 EPR de dernière génération de type Flamanville 3, avec des montants d'investissement que nous faisons figurer ici, qui sont bien évidemment les montants théoriques et pas les montants qu'on constate actuellement sur Flamanville. Donc 2,5 EPR, c'est quand même assez majeur. Et alors, dans le cas de la mise en œuvre d'éoliennes de 5 MW, qui évidemment ne fonctionnent pas la totalité du temps, là, on serait sur un chiffre très important de 3200 éoliennes. Donc il faudrait couvrir tout le nord de Paris de champs d'éoliennes. Et donc nous avons calculé qu'en respectant les distances de sécurité entre éoliennes, il faudrait vraiment, et en centrant le champ d'éoliennes sur Charles de Gaulle, on aurait des éoliennes jusqu'au Trocadéro. Donc quelques éléments, évidemment, avec un raisonnement un peu extrême, pour faire toucher du doigt le défi majeur que représentent les besoins en énergie électrique que générerait cette transition vers une aviation hydrogène. Et c'est bien pour cela que nous avons ces derniers jours dans les médias des discussions sur notamment le nucléaire, et Bruno Le Maire qui explique encore très récemment que si nous voulons réussir la transition hydrogène, il va falloir prévoir des moyens de production électrique très conséquents dans les années à venir. Voilà, terminons à présent avec le défi de la supply chain. Alors, une diapositive avec beaucoup d'informations. L'objectif sur ce webinaire n'est évidemment pas de rentrer dans les détails de tous les maillons de la chaîne de valeur de l'hydrogène, mais nous souhaitions néanmoins vous partager quelques éléments. Bien évidemment, j'en profite pour vous dire que ce support de présentation vous sera transmis individuellement après la fin de ce webinaire. Donc, vous aurez le support ainsi que la vidéo. En quelques mots, un défi majeur va résider, nous l'avons dit, non pas exclusivement dans la production, mais également dans le conditionnement et la supply chain, le transit de cet hydrogène pour qu'il arrive à l'avion, avec différentes étapes dans cette chaîne de valeur. Ce que nous pouvons partager avec vous, c'est qu'il existe aujourd'hui 3 procédés de conditionnement de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'à l'issue de la production d'hydrogène, on va le conditionner pour le faire transiter. 3 procédés, donc nous l'avons dit, l'hydrogène gazeux à des pressions de 350 à 700 bars, l'hydrogène liquide dont nous avons parlé dans l'aviation. Je précise, je ne l'ai pas encore dit, que l'hydrogène gazeux est un hydrogène est un hydrogène qui doit être stocké sous forme cryogénique, c'est-à-dire à très très basse température, moins 250 degrés, mais à pression ambiante.
et donc on parle d'un procédé de liquéfaction. Il existe un troisième procédé qui vise à faire transiter l'hydrogène dans des liquides organiques, c'est-à-dire qu'on va prendre un liquide organique comme l'ammoniac, on va le doper à l'hydrogène, on va faire transiter ce liquide organique, extraire l'hydrogène en bout de chaîne, et ensuite refaire circuler le liquide organique en boucle fermée qui aura permis de faire ce transit. Un quatrième procédé qui n'a pas aujourd'hui fait preuve de sa viabilité économique est le stockage d'hydrogène sous forme solide, mais à nouveau, économiquement, aujourd'hui, l'équation n'est pas au rendez-vous, la raison pour laquelle un acteur comme McPhy a mis fin à ses travaux dans ce secteur. Et à l'autre extrémité de la chaîne, il va falloir déconditionner et réaliser ce que nous appelons le dispensing, c'est-à-dire réellement le remplissage de l'avion avec des procédés qui garantissent naturellement la sécurité et des débits de remplissage suffisants pour assurer ne pas ralentir le trafic aérien. Donc, tous ces maillons de la chaîne de valeur sont aujourd'hui l'objet de toute l'attention d'une grande variété d'acteurs qui cherchent à prendre des positions sur des emplacements où ils envisagent de générer des revenus dans le futur. Et donc, nous avons prévu de vous, pour achever cette présentation sur la supply chain, à nouveau dont il serait possible de parler très longuement, vous donner un aperçu des 4 grandes familles d'acteurs qui sont aujourd'hui actifs, avec des exemples, à nouveau, illustrant les 4 grands types d'acteurs qui prennent des positions récemment dans ce secteur. Vous avez un acteur comme Total, qui est un acteur historique de la production d'énergie fossile, qui est très actif dans la production et le dispensing, donc qui a pris des positions et qui se développe sur ces maillons de la chaîne de valeur. Total voit naturellement l'hydrogène comme une menace vis-à-vis de ses activités historiques, mais Total dispose d'assets importants pour notamment ses capacités d'investissement et les sites dont il dispose de par le monde. Total se voit légitime comme un acteur majeur de la transition hydrogène. Air Liquide, qui est le spécialiste historique français et mondial des gaz, souhaite évidemment être très très actif dans la production et tous les maillons de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Air Liquide qui, historiquement, voit sa valeur ajoutée dans sa capacité à opérer une supply chain flexible, agile, et à livrer tous les sites, notamment industriels, qui ont besoin de gaz. Donc Air Liquide se voit parfaitement armé et équipé pour aller demain approvisionner les aéroports en hydrogène. Donc Air Liquide a pris des positions, et est très actif dans le domaine de l'hydrogène, a pris des positions sur quasiment tous les maillons de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Une troisième typologie d'acteurs qui sont des acteurs de l'énergie, comme Engie, qui voit notamment d'un très bon œil, alors Engie a beaucoup d'activités différentes, mais Engie voit notamment l'intérêt de l'hydrogène dans sa capacité à stocker de manière temporaire l'énergie. Nous en avons parlé en tout début de présentation, donc on parle de bufferiser finalement le stockage de l'énergie, et donc Engie également se développe très activement dans le domaine de l'hydrogène. Et enfin, des acteurs spécialisés dans les équipements et les technologies de production de l'hydrogène. Alors, il s'agit du seul acteur qui n'est pas français dans cette diapositive, Nel, qui est un acteur nordique, qui est de taille non comparable avec celle des grands groupes mondiaux que nous avons présentés préalablement, mais Nel est un acteur qui se positionne via des acquisitions pour aller, là aussi, prendre des positions sur toute la chaîne de valeur. Donc finalement, toutes ces opportunités ouvertes par les usages futurs de l'hydrogène sont activement investiguées par une grande variété d'acteurs différents, des acteurs historiques de la production d'énergie fossile, des spécialistes des gaz comme Air Liquide,
des pure players de l'énergie comme Engie et également des fabricants d'équipements d'électrolyse, de fuel cell, qui vont pousser leurs solutions technologiques. Et chacun cherche évidemment à identifier où se trouvera la valeur et où se trouveront les revenus dans le futur. Voilà, nous arrivons proche de la fin de ce webinaire. Je vais à présent conclure. Bien évidemment, le temps qui nous est imparti, relativement restreint, ne permet pas de rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez à nouveau échanger avec nous sur certains points plus particuliers, nous ferons un plaisir de le faire avec vous. Je vais rappeler en 6 points majeurs les grands défis de l'aviation hydrogène qui se trouvent devant nous et vous proposer de conclure de cette manière. Tout d'abord, l'avion hydrogène, nous en avons parlé comme l'un des premiers challenges de cette aviation hydrogène. L'avion hydrogène existe sans exister. Nous avons vu qu'un démonstrateur a été mis en œuvre par les Russes, ce qui a prouvé la faisabilité d'un avion propulsé à l'hydrogène. Néanmoins, cet avion hydrogène n'existe pas. Donc il va falloir le concevoir, le développer, le qualifier, le certifier, ce qui va prendre plusieurs années. Deuxième élément majeur, et en faveur de l'hydrogène, en mettant en œuvre de l'hydrogène vert, l'hydrogène permet théoriquement à l'aviation de réussir sa transition vers le zéro carbone. Donc c'est un élément évidemment majeur en faveur de l'hydrogène. Attention néanmoins, tout réside dans la couleur de l'hydrogène qui sera mis en œuvre dans l'aviation. Et nous avons vu qu'en remplissant le réservoir d'un avion avec de l'hydrogène gris, on polluerait plus qu'un avion mettant en œuvre du kérosène. Troisième défi, naturellement, les infrastructures, les aéroports et la supply chain. Un avion hydrogène sans capacité de refueling à grande échelle dans les aéroports, évidemment aéroports de départ et aéroports d'arrivée, n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, à notre connaissance, il n'a pas été annoncé de projets gouvernementaux sur ces sujets d'infrastructure. Et au regard des élongations nécessaires pour développer un aéroport capable de mettre à disposition des grandes quantités d'hydrogène, il faut lancer ces projets dans le même timing que les projets de conception de l'avion. Donc il y a vraiment une urgence à se concentrer sur les infrastructures. Aujourd'hui, un aéroport comme Charles de Gaulle est alimenté par un pipeline qui amène le kérosène directement depuis Le Havre. Il faut reconcevoir et prévoir toutes les modifications sur ces aéroports pour qu'ils soient capables, dans les mêmes proportions, de mettre à disposition de l'hydrogène pour les avions. Un point majeur que nous n'avons pas développé et qui est en faveur de l'aviation hydrogène, c'est que finalement, comme nous l'avons vu au tout début, de très nombreux secteurs industriels et notamment de la mobilité ont annoncé leur volonté d'effectuer leur transition vers l'hydrogène. Ce qui signifie que l'aviation a l'opportunité de s'inscrire dans un mouvement de transition énergétique plus global et qu'ainsi l'aviation bénéficiera des innovations technologiques et des effets d'échelle induits par le développement de l'hydrogène dans les autres secteurs industriels. Un point majeur, c'est que l'hydrogène mis en œuvre dans les avions sera chimiquement identique à l'hydrogène mis en œuvre dans les voitures, dans les trains. Et donc, là où aujourd'hui le kérosène brûlé dans les avions est spécifique et n'est pas, par exemple, l'essence qui est mise dans les réservoirs des voitures, demain, tout le monde pourra mettre en œuvre le même hydrogène. Donc c'est vraiment un élément en faveur de l'aviation qui va bénéficier à nouveau des améliorations technologiques et des effets d'échelle qui vont permettre de réduire le coût des équipements de production et de distribution de l'hydrogène. Nous l'avons dit, un grand défi énergétique doit être relevé dans le même temps si l'on veut produire l'hydrogène de manière verte.
Cela nécessite une réflexion approfondie sur les moyens de production verts de l'énergie. Nous avons à nouveau, comme dans le cas de Charles de Gaulle, souhaité vous faire un calcul aux limites, entre guillemets, pour vous partager que si l'ensemble de l'aviation mondiale actuelle réalisait instantanément sa transition vers une aviation hydrogène, mettant en œuvre un hydrogène vert, il serait nécessaire de disposer de 35% de capacité de production électrique supplémentaire par rapport au parc mondial installé aujourd'hui. On mesure ainsi le challenge qui s'offre à nous. Alors, j'en profite pour prendre une question qui m'est posée sur la transition de l'infrastructure aéroportuaire pour assurer la fourniture à la fois du kérosène et de l'hydrogène. C'est un défi majeur auquel nous n'avons pas de réponse précise à ce jour, mais il est certain que la durée de vie d'un avion est de 30 à 40 ans. Il va donc être nécessaire de faire cohabiter sur les aéroports des avions qui seront propulsés au kérosène et des avions qui mettront en œuvre de l'hydrogène. Il s'agit d'un défi massif pour réussir à intégrer dans des infrastructures aéroportuaires déjà bien occupées et bien denses, réussir à y insérer des moyens de mise à disposition de l'hydrogène. Donc c'est l'un des défis majeurs qui va devoir être relevé. Et enfin, pour revenir aux carburants de synthèse, les e-fuels dont nous avons parlé au préalable, nous les voyons comme un moyen de réaliser de manière intermédiaire la transition énergétique de l'aviation. Nous avons vu qu'ils présentent l'intérêt majeur de ne pas avoir d'impact sur les avions ni sur les infrastructures aéroportuaires. Et s'ils sont produits de manière vertueuse, ils peuvent permettre de réduire les émissions de CO2 de manière importante pour l'aviation. Et comme ils sont à un niveau de maturité beaucoup plus avancé que l'avion hydrogène, il s'agit d'une solution de court-moyen terme de transition avant de passer à une aviation à proprement parler hydrogène. Voilà, je vous remercie à tous, toutes et tous de votre participation. J'espère avoir, dans ce temps court, répondu à certaines interrogations, certains questionnements que vous aviez, et vous avoir présenté de manière claire les grands enjeux qui s'offrent à nous tous pour réussir l'aviation hydrogène. Le support de présentation de ce webinaire, comme je vous l'ai dit, va vous être envoyé individuellement, ainsi qu'un lien vers le replay de cette présentation. Et je vous remercie pour votre participation nombreuse à ce webinaire. Et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez échanger dans le futur. À très bientôt.